Donc le point de vue d'un directeur n'est pas celui d'un soignant, d'un juriste ou d'un philosophe, mais celui d'un homme qui doit penser et mettre en œuvre les organisations pour permettre... Pas trop vite, Julien. Prenez votre temps, on est cool. Et surtout, votre propos est super intéressant, il ne faudrait pas qu'on le rate. Ok. Donc, le point de vue d'un directeur, c'est celui d'un homme qui doit penser et mettre en œuvre les organisations pour permettre aux acteurs professionnels d'atteindre les objectifs fixés dans le projet d'établissement. Ma contribution d'aujourd'hui va s'appuyer sur mon expérience de direction de 2 foyers, l'un médicalisé, l'autre pas, de l'association Canard Mort. C'est une association qui a été créée en 1968 dans le Finistère. Sa mission première est de promouvoir le droit à l'intégration dans la société tout au long de leur vie de personnes en situation de handicap, en lien avec des fragilités mentales ou psychiques. Avant de commencer la discussion, je souhaite apporter des précisions sur les mots utilisés, handicap mental, handicap psychique. Dans un passé assez proche, la distinction entre les deux était peu courante, on ne parlait principalement que d'handicap mental pour évoquer les altérations intellectuelles, cognitives et psychiques. Depuis, la loi parue en 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait la distinction entre, je cite, les fonctions mentales, cognitives et psychiques dont une altération serait à l'origine d'une limitation d'activité ou d'une restriction de la participation de la vie en société. On entend bien dans cet article 2 la différenciation qui est faite entre les fonctions mentales, c'est-à-dire intellectuelles et cognitives, et les fonctions psychiques. In extenso, le terme handicap psychique s'est installé, permettant aux personnes souffrant de troubles psychiques de bénéficier des politiques publiques sur le champ du handicap, ce que souhaitaient depuis des années nombre d'associations. Passer de l'expression trouble psychique à handicap psychique entraîne un passage du sanitaire vers le médico-social, ce qui n'est pas sans rappeler les débats historiques et passionnés de la psychiatrie, tantôt en faveur d'une approche médicale, tantôt en faveur d'une approche sociale. Les missions des établissements de santé et des établissements médico-sociaux diffèrent, elles doivent donc être clairement définies et identifiées par les acteurs du territoire. Les complémentarités doivent être cultivées et articulées. Sur le terrain, si tous les acteurs appellent au décloisonnement des 2 secteurs, le travail en commun n'est pas simple et la fluidité des parcours de vie et de soins réclamés par les ARS n'est pas encore effective. Il me semble important de souligner que, selon qu'elles soient du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, les équipes qui accompagnent les personnes ne sont pas composées des mêmes professionnels et ne partagent donc pas la même culture. Afin que vous puissiez vous représenter les problématiques liées à la mise en œuvre des soins palliatifs, je vais vous dire un mot des établissements, des organisations et des professionnels qui y travaillent. Aujourd'hui, les foyers de vie et d'accueil médicalisé de l'association Canard Mort sont donc des lieux de vie qui accueillent des personnes dont les troubles sont stabilisés. Les foyers de vie, exclusivement financés par les conseils généraux, ne comptent pas, sauf exception, de personnel soignant dans leurs effectifs. Par contre, les foyers d'accueil médicalisés sont financés conjointement par les ARS et les conseils généraux. Les équipes sont donc composées de travailleurs socio-éducatifs, éducateurs spécialisés, aides médico-psychologiques, moniteurs éducateurs, et de paramédicaux, infirmiers et aides-soignants. Un temps médical et de psychologue est également prévu. Pour exemple, la répartition des effectifs participant à l'accompagnement des personnes dans le foyer d'accueil médicalisé est la suivante. 70% sont des personnels éducatifs, donc éducateurs et AMP, et 30% sont des personnels soignants, infirmiers et aides-soignants. Comme vous le constatez, la majorité des professionnels sont ici des travailleurs sociaux. La composition des équipes, qui est un moyen mis en œuvre par la direction pour répondre aux objectifs des projets d'établissement, oriente les accompagnements du fait des cultures professionnelles. Et ainsi constituées, ces équipes doivent s'adapter aux évolutions des personnes accueillies, à leur avancée en âge et aux problématiques de santé qui y sont liées, ainsi qu'aux situations de fin de vie. Après vous avoir donc présenté des éléments contextuels, je reprends les thématiques contenues dans le propos introductif de cette journée. La première pose la question de la participation des personnes accompagnées aux choix qui les concernent. Cette participation fait partie de la culture des soins palliatifs. Le respect du choix des personnes, de leur implication dans leur projet de soins et de vie, fût-il en fin de vie, en est constitutif. La loi de 1999 garantit l'accès à tous aux soins palliatifs et laisse le choix du lieu de fin de vie en institution ou à domicile. La loi Leonetti donne la possibilité aux patients de refuser un traitement, de rédiger des directives anticipées, c'est-à-dire d'exprimer à l'avance des souhaits relatifs à l'organisation de leur fin de vie. Leur participation et celle de leurs proches donc, est recherchée. Dans les foyers de vie, qu'ils soient médicalisés ou non, la participation des personnes à l'élaboration et à l'écriture de leur projet d'accompagnement, ainsi qu'à la vie de l'établissement, enfin leur participation donc à la vie de l'établissement est également recherchée, et c'est également un principe fondateur des pratiques professionnelles. Ce point, il est encadré par la loi du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale et celle de 2005 déjà citée. Cette participation est recherchée, mais est-elle effective? Les professionnels sont confrontés aux troubles psychiques et aux déficiences intellectuelles des personnes accueillies, qui altèrent leur capacité de discernement et donc leur capacité à décider pour eux-mêmes. C'est donc du côté de l'autonomie que sont fragilisés les résidents, l'autonomie étant définie ici comme la capacité à diriger sa vie selon ses propres choix, ses propres valeurs. Pour les professionnels des foyers se pose chaque jour la question du soutien de l'autonomie des personnes atteintes de troubles psychiques afin de rendre leur participation sociale effective. Comment permettre cette participation dans le cadre des soins palliatifs, c'est-à-dire comment leur permettre d'organiser leur fin de vie selon leurs souhaits? Il s'agit d'un travail nécessitant une grande finesse et prudence, compliqué par le fait qu'il ne se construit pas dans un échange langagier avec les personnes. La plupart des résidents n'ont pas acquis le langage, ou alors un langage à minima. Je vais vous évoquer la situation de fin de vie de Madame G, décédée récemment au foyer d'accueil médicalisé. Elle ne parlait pas. Quand l'usage de la parole n'est pas possible, quand des outils tels que les supports visuels, les pictogrammes ne sont pas ou peu opérants, il reste aux professionnels de première ligne, c'est-à-dire aux éducateurs, aux AMP, aux aides-soignants, à travailler à partir de leur observation fine pour évaluer la manière dont la personne réagit à la situation présente et pouvoir lui proposer des ajustements si nécessaire. Les professionnels socio-éducatifs ramènent leur observation en réunion d'équipe, enrichie d'un infirmier, d'un psychologue, d'un psychiatre, pour qu'à partir d'une analyse globale de la situation se décident les modalités de l'accompagnement. La famille et le représentant légal sont associés aux réflexions. En permettant à Madame G de rester le plus longtemps possible au foyer, c'est-à-dire son domicile depuis plus de 6 ans, l'ensemble de l'équipe et sa famille ont eu le sentiment de respecter son choix. Rendre ce choix possible, c'est respecter et mettre en œuvre les droits de la personne et ainsi rendre sa participation et l'exercice de sa citoyenneté effective jusqu'au bout. L'objectif d'accompagnement était partagé par les professionnels éducatifs et du soin ainsi que par la famille. Partager les objectifs entre l'ensemble des acteurs et qu'ils soient soutenus par l'institution est une des conditions sine qua non pour la mise en œuvre de ces accompagnements. Conformément au décret du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d'établissement en matière de soins palliatifs, l'engagement des institutions à promouvoir la démarche palliative devrait se retrouver dans chaque projet d'établissement. Néanmoins, il arrive qu'il soit difficile de percevoir le choix de la personne ou son adhésion à ce qui lui est proposé. Cela demande une grande prudence pour que, notamment, les professionnels ne projettent pas leurs propres désirs ou valeurs ou choix. Nous touchons là une question éthique qui montre que plus la personne est vulnérable, plus notre responsabilité envers elle est importante. C'est pourquoi nous suivrons avec attention les travaux de la chaire Handicap psychique et décision pour autrui de la Maison des sciences sociales et du handicap, car pour garantir l'éthique de nos accompagnements, il me paraît nécessaire que les professionnels aillent chercher les éclairages du côté des sciences humaines et d'une manière plus générale du côté de la formation. Le propos introductif de cette journée posait une deuxième question. Comment améliorer l'accès aux soins en fin de vie? Comment développer la coopération entre les professionnels agissant auprès de ces résidents ou patients et les équipes de soins palliatifs? Tout d'abord, le préalable à l'accès aux soins palliatifs est l'accès aux soins. Or, si l'on reprend le rapport de Pascal Jacob portant sur l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées publié en 2013, on constate de grandes disparités entre les établissements et parfois même de grandes insuffisances. En effet, la littérature professionnelle nous le livre, les personnes vivant en foyer de vie, médicalisées ou non, rencontrent encore des difficultés d'accès aux soins pour différentes raisons, internes ou externes aux établissements. La difficulté première est liée aux spécificités des personnes accueillies. Ils n'ont pas toujours les mots pour exprimer leurs troubles. Les diagnostics sont difficiles à poser, les soins sont ainsi retardés. Si l'on prend l'exemple de l'évaluation de la douleur, nous voyons combien cela est compliqué. Quelle localisation, quelle intensité, quelle évolution. Les outils d'auto-évaluation largement utilisés en milieu ordinaire ne sont ici d'aucun secours. La douleur étant une expérience sensorielle qui a des répercussions globales sur l'individu, les professionnels qui connaissent très bien les résidents la détectent souvent à travers un changement de comportement, un repli sur soi, un faciès inhabituel. Mais s'ils détectent une douleur, il leur est encore difficile d'évaluer finement sa progression ou régression lorsqu'une thérapeutique est mise en place. Les soins palliatifs sont par définition des soins complexes. En y ajoutant le contexte du handicap, on mesure combien de compétences techniques et cliniques sont à mobiliser pour leur mise en œuvre. Une autre source de difficulté de l'accès aux soins et de la mise en place des soins palliatifs est l'absence ou le faible niveau de médicalisation des foyers. Sans personnel paramédical salarié au sein des foyers de vie, les accompagnements en fin de vie me semblent difficiles à tenir. Dans les foyers d'accueil médicalisés, au sein desquels les ratios de soignants sont modestes, il sera nécessaire que d'une part, leur rôle et mission
soit bien encadré par le projet d'établissement et des fiches de poste, et d'autre part, qu'il puisse s'appuyer sur des partenaires du territoire venant étayer ou compléter l'offre de soins. Je pense aux soignants libéraux, au réseau de soins palliatifs, à l'HAD et aux équipes mobiles. D'autres difficultés d'accès aux soins trouvent leur origine à l'extérieur des établissements. Nombre d'hospitalisations, notamment dans les services spécialisés, ne se passent pas bien. Les patients peuvent rapidement faire figure de mauvais malades. S'il est vrai que leur apporter des soins n'est pas aisé, la prise en soin se doit d'être globale et ne doit pas se réduire à l'organe ou aux membres affectés. L'inobservance ou le non-respect des règles de nos résidents, qui est lié à la non-compréhension des consignes, est souvent mal vécue ou mal comprise par les équipes soignantes hospitalières. On recense des contentions évitables, des usages de psychotropes, des sorties précipitées. Ces difficultés nourrissent les incompréhensions et le cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. Elles expliquent également la réticence des professionnels des foyers à envoyer leurs résidents à l'hôpital, pressentant que ça se passera mal. Et cette attitude protectrice, voire d'appartenance du résident, a elle-même des conséquences préjudiciables, générant notamment des prises en charge tardives. Il faut donc en finir avec les clivages entre le sanitaire et le médico-social qui se jouent au détriment des personnes. Je reprends à mon compte la phrase d'ouverture du rapport de M. Jacob, qui disait « Il n'y a pas de bons soins sans bon accompagnement, il n'y a pas de bon accompagnement sans bons soins ». Elle illustre l'indispensable mise en commun des acteurs des différents secteurs. Dans ce contexte, dans quelle mesure la coopération entre les professionnels de santé et ceux du médico-social serait possible autour des soins palliatifs? Pourquoi, en situation de fin de vie d'un résident, les dissensions s'amenuiseraient-elles, rendant l'accompagnement global réalisable? Je vous propose ma réponse. Les professionnels des soins palliatifs et ceux des foyers partagent les grands principes qui encadrent les pratiques d'accompagnement. Ils possèdent une culture commune qui rend possible la coopération. Je m'explique. Nous venons de voir combien une approche médicale segmentée, la médecine d'organes, ne parvient pas ou partiellement à apporter les réponses de santé nécessaires aux résidents de nos foyers et que cela nourrit les incompréhensions entre les deux secteurs. A contrario, les soins palliatifs, dans leur pratique quotidienne, développent une approche globale de la personne. Dans les foyers, l'approche globale est également un principe fondamental. Pour réduire les situations de handicap et développer la participation sociale, les projets d'accompagnement appréhendent les personnes et leurs problématiques sous différents angles. Les réponses médicales sont explorées, croisées avec les problématiques psychiques, avec les aptitudes fonctionnelles, cognitives, avec l'environnement, pas seulement architectural, mais également familial, etc. Et tous ces acteurs interagissant les uns avec les autres. Je fais ici référence à la classification internationale du fonctionnement et du handicap et de la santé, la CIF, dans son application éducative et soignante. L'approche globale des personnes induit la notion de pluridisciplinarité, autre grand principe me semble-t-il partagé. Pour que la participation des personnes soit effective, pour soutenir leur autonomie si fragile, l'intervention de compétences complémentaires et articulées est essentielle. Médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, éducatifs, paramédicaux doivent travailler ensemble. Pour que cette pluridisciplinarité fonctionne réellement, qu'elle ne soit pas galvaudée, les rôles et fonctions de chaque professionnel doivent être identifiés et les organisations de travail doivent être plus horizontales que verticales afin de créer, lors des réunions d'équipe, un espace où les différents regards, points de vue peuvent se croiser. Il est de la responsabilité des directions d'établissement de permettre et garantir de telles organisations. On retrouve ce modèle dans la médecine palliative, mais pas encore dans tous les services hospitaliers. Avant de terminer, je souhaite vous reparler en quelques mots de l'accompagnement de fin de vie que nous avons vécu il y a quelques semaines dans le foyer d'accueil médicalisé. Qu'est-ce qui a fonctionné? L'équipe du foyer a bénéficié pour l'accompagnement de Madame G du soutien du réseau de soins palliatifs BTECPEN. La rencontre de l'équipe avec le médecin du réseau et l'infirmière coordinatrice a été fructueuse. Elle a renforcé chaque professionnel dans son rôle, ce qui a posé les fondements de l'accompagnement pluridisciplinaire qui allait se mettre en place. Chacun a pu mesurer les enjeux et sa responsabilité pour la réussite du projet. Les professionnels ont pu décrire à ce moment un sentiment très particulier, un tiraillement lié à une forte motivation pour la mise en œuvre de ce projet et une forte anxiété face à la mort. L'expertise des professionnels du réseau BTECPEN a permis de maintenir la motivation et de contenir l'anxiété de l'équipe en apportant des réponses concrètes sur les différentes problématiques, tout en laissant à l'équipe le temps de s'approprier le projet. J'insiste sur le caractère concret de leur intervention. Les tabous ont été bousculés lorsque le médecin ou l'infirmière du réseau ont abordé la question de la phase agonique avec la survenue de symptômes pénibles possibles, moment difficile pour tous. L'éthique et les valeurs de chacun ont été mobilisées quand la décision d'arrêter l'alimentation a été prise. Un repli sur l'hôpital avait été prévu si l'état de santé de la personne le nécessitait, avec un signalement au centre 15 pour une prise en charge adaptée.
Le fait d'anticiper les situations, que le réseau apporte des réponses thérapeutiques et d'accompagnement sous forme de propositions partagées, permet à chaque professionnel d'être prêt et de rester actif sans avoir de sentiment de dépossession. D'autres réflexions ont été partagées, notamment pour intégrer la famille à l'accompagnement. Cet accompagnement a fait évoluer les pratiques. Ça a été le premier décès attendu et de fait accompagné dans la structure. Cela a permis de retravailler l'interdisciplinarité en s'appuyant sur les compétences des uns et des autres, de repenser la place des familles et de travailler nos partenariats. Je vous livre un détail qui pourrait sembler anecdotique et qui revêt pour moi une importance singulière. Aucune seringue électrique n'avait été jusque-là utilisée dans l'établissement, et c'est par les soins palliatifs que les soins techniques médicaux, souvent vécus par les professionnels éducatifs comme des actes invasifs difficiles à vivre pour les résidents, ont été introduits dans l'établissement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les principes qui déterminent les manières de faire des professionnels des soins palliatifs sont très proches de ceux des professionnels du secteur du handicap. Approche globale, pluridisciplinaire, une place particulière dédiée aux familles, des soins qui s'adressent aux malades en tant que personnes, pour reprendre la définition des soins palliatifs, et la recherche de leur participation. En conclusion, je dirais que les foyers qui accueillent des personnes fragilisées par un handicap mental ou psychique et qui ont une organisation des soins bien définie, qui se sont construits un maillage partenarial sur leur territoire, sont en mesure de développer en leur sein la démarche palliative. Mais le préalable à une coopération efficiente avec le sanitaire est le partage des grands principes d'accompagnement déjà évoqués. Les services médicaux et chirurgicaux ont à apprendre de ce que j'appellerais l'école des soins palliatifs. L'approche globale nécessite la prise en compte des spécificités des personnes accompagnées. Dans le cas présent, il s'agit de reconnaître, derrière leur grande vulnérabilité, loin des stigmates dans lesquels on les enferme, la personne, le citoyen qui compte sur nous pour faire valoir ses droits. Merci.